Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans votre émission Sans Tabou. Nous sortons de l'élection présidentielle le 11 octobre dernier qui a vu professeur Alpha Condé crédité de la confiance des Guinéens pour un deuxième mandat de 5 ans. Avant donc le scrutin, nous avons pendant un mois suivi les différents candidats engagés dans la course présidentielle. Et tous avaient déroulé donc pendant ce mois de campagne leur programme de société. Tous avaient pour leitmotiv le développement et la croissance. Ce développement et cette croissance que les différents candidats proposaient à la population avaient-ils été bien perçus par les populations? Qu'est-ce qu'ils entendent par développement? Qu'est-ce qu'ils entendent par croissance? C'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de décortiquer avec Monsieur Niamé Diabaté, qui est administrateur civil. Bonsoir Monsieur Niamé. Bonsoir madame. Et vous êtes donc diplômé de l'école supérieure de l'administration de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en économie et finance en 1977. Vous êtes fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Vous avez pendant 18 ans été secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball. Oui, cumulativement. Votre CV est très long, mais je prendrai pour les téléspectateurs les plus essentiels. Donc, vous avez été aussi président de la commission de développement de la zone 2. Vous avez également été président fondateur du centre culturel Éco d'Afrique. Ce qui est plus important aujourd'hui et qui nous amène à vous recevoir, c'est que vous avez été durant toute votre carrière administrative enseignant et formateur au ministère de l'économie et des finances et dans les établissements d'enseignement supérieur comme chargé des cours de finances publiques, comptabilité publique, administration publique et économie. Vous vous êtes surtout engagé, Monsieur Diabaté, il faut le rappeler, dans la politique et vous êtes connu dans l'arène politique comme vice-président du GPT, du parti GPT, entendez Guinée pour tous, avec son slogan bien connu. Les populations, merci. Avec donc comme leader président Dr Ibrahima Kassouri Fofana, qui fut récemment, il faut le rappeler aussi, le directeur de campagne de l'Alliance Arc-en-Ciel, dont les résultats, vous le savez, c'est la réélection, je vous le disais tantôt, du professeur Alpha Condé dès le premier tour avec un score de plus de 57%. Avec tout ce parcours donc à la fois technocratique, académique et politique, nous vous recevons aujourd'hui dans l'émission Sans Tabou sur la problématique du développement. Encore une fois, Monsieur Diabaté, bonsoir. Bonsoir madame. Alors Monsieur Diabaté, qu'attendons-nous par développement? Merci madame. Le développement tout court, c'est un phénomène qualitatif qui désigne une évolution positive en termes de changement de structure qui engendre le bien-être et le progrès. Mais ce qui est plus important, qui contient ce qu'on appelle la croissance génératrice de richesse pour les populations, pour leur permettre d'avoir accès aux biens de consommation courante et durable, mais pour les entreprises créatrices de richesse également, elles deviennent plus riches, mais aussi le développement, c'est un stade de performance institutionnelle qui affiche la bonne gouvernance administrative, politique, économique, en fait le tout qui entretient un cadre d'évolution économique favorable à la création des biens et services, de la richesse profitable au pouvoir, je dis aux ménages, aux entreprises et à l'État lui-même. Voilà, tout court, c'est un indicateur, ce cadre porte un indicateur de progrès. Alors, la campagne, comme vous l'avez dit, elle a été bâtie au niveau de tous les candidats autour de ce phénomène qu'on appelle le développement. Donc, nous allons quitter le cadre purement de définition pour dire
quelle est la problématique du développement en Guinée dans le contexte d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je vais dire que l'occasion m'est offerte, madame, et là, de remercier sincèrement d'abord tous les acteurs politiques qui, dans leur débat, ont indexé la question du développement institutionnel et développement économique et social de notre pays comme une question fondamentale. Si le débat est orienté sans que ce soit gouverné par des humeurs ou des intérêts personnels, eh bien, automatiquement, il est assorti de propositions constructives. Et je dirais aussi que je remercie le peuple de Guinée qui a fait preuve de maturité cette fois-ci à travers l'expression populaire. Les scrutins s'est déroulé dans un contexte vraiment paisible. C'est cela la réalité. Et nous avons abouti au résultat qu'on appelle réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour, précédée par une campagne qui s'articulait autour du débat sur le développement économique et social. Le professeur Alpha Condé, il a été plébiscité. Chez lui, le slogan, c'est le progrès en marche. Et chez les autres, c'est le développement qu'il faut amorcer. Et je dirais tout simplement que le peuple lui a été reconnaissant pour avoir abordé la question fondamentale du développement. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait une politique de développement. Il faut d'abord un processus de développement. Et le professeur Alpha Condé, s'il y a eu mutisme dans son quinquennat sur sa vision de la Guinée, je pense qu'il a eu une option fondamentale, celle de mettre en place les infrastructures que nous considérons comme facteurs de développement. Entre autres infrastructures incontestables, c'est que nous sommes affranchis du handicap fondamental qui bloquait le développement, c'est-à-dire la question énergétique. Un ouvrage répondant à toutes les normes des technologies modernes a été offert à la Guinée cette fois-ci, qui est un additif à d'autres, mais qui est un grand plus. Et parce que nous avons une stabilité et il y a déjà les perspectives qui sont annoncées pour continuer la chaîne afin que nous soyons un pays exportateur d'énergie. Avant qu'on soit exportateur d'énergie, ça veut dire que nous allons nous approprier de cette énergie pour, par exemple, amorcer le développement minier, sortir du gouffre des extractions pour aller dans le domaine des transformations de nos produits. Au lieu d'évacuer la matière première, nous allons envoyer des produits finis. Ça va accroître la richesse. Donc, le professeur Alpha Condé est à saluer. Et c'est ce que le peuple lui a reconnu. Et je crois que le programme En Marche a toute sa signification. Et dans ces conditions, pour le professeur Alpha Condé qui est élu, la seule monnaie à rendre au peuple de Guinée, c'est amorcer le pays dans le processus de développement accéléré pour que la Guinée soit un pays émergent. Et dans ces conditions, il faut une vision. Alors, je pense que, pour ne pas que je monopolise d'abord la parole, je vous dirais que voilà comment je peux aborder la question du développement. Maintenant, si vous voulez, nous allons aborder la vision sur les questions de vision sur le développement, c'est un autre débat. Oui, je vous remercie. Voilà, merci M. Diabaté. Je parlais tantôt dans l'introduction de développement et de croissance. Est-ce que développement et croissance sont différents? Eh bien, la croissance, c'est tout l'ensemble, c'est les activités qui sont créatrices de richesse dans une nation. C'est un processus. Et la croissance est bâtie autour d'un indicateur qu'on appelle le produit intérieur brut. En fait, lorsque vous créez les conditions de la croissance, vous avez une politique de développement. Les conditions de la croissance, c'est d'abord pour un État, au-delà de ses fonctions régaliennes fondamentales et classiques, l'État doit s'engager dans la mise en place des structures, des infrastructures, des facteurs de production pour
permettre, comme on le dit dans la définition du développement, changement structurel générateur de croissance, changement structurel générateur de création de richesse, eh bien, il faut mettre en place, intégrer dans votre politique de développement, n'est-ce pas, ce que nous pouvons dire la mise en place des facteurs de production. Les facteurs de production, c'est les infrastructures qui permettent la création des entreprises, par exemple dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le tourisme, dans l'industrie, etc., etc. Donc, si je comprends bien, la croissance est sectorielle. La croissance est multisectorielle. Elle est multisectorielle. Elle est multisectorielle. Quand vous prenez l'agriculture, on peut aller au-delà, par exemple, du machinisme ou de l'engrais. Il faut commencer par l'aménagement du territoire, la maîtrise de l'eau. Voici des politiques économiques qui permettent, qui facilitent, et qui poussent la croissance, qui facilitent la création des richesses, qui seront profitables peut-être à plus de 70% de la population. Monsieur Diabaté, que pendant le premier mandat, le professeur Alpha Condé a enregistré beaucoup d'acquis dans différents secteurs. Mais aujourd'hui, pour ce deuxième mandat, en tant qu'analyste, en tant que formateur, en tant qu'économiste et financier, pensez-vous que le développement prioritaire aujourd'hui sera axé sur l'industrialisation, l'agriculture, je veux dire, ou le social? D'abord, nous allons quitter la haute sphère d'analyse pour aller dans la basse classe d'analyse. L'électorat, la masse électorale guinéenne, il y a, je pense, sur 10, vous avez 8 ou 7 analphabètes. C'est eux qui ont plébiscité le professeur. Pourquoi? Parce qu'il a un actif. Pour qu'il poursuive, pour qu'il achève son programme. Ça, c'est indéniable. Nous, les intellectuels, parfois nous faisons des analyses qui vont au-delà de la réalité, de la vérité. Nous faisons des extrapolations, surtout nous les politiciens. Le peuple en bas a dit, le professeur est plébiscité, nous voulons avoir la chaîne, continuation de la chaîne, soit petit, Amaria, restructuration de Garafini, nous voulons avoir Koukutamba, nous voulons avoir Fomi, nous voulons exporter le courant, nous voulons que notre bauxite soit transformé, nous voulons avoir l'aménagement du territoire, maîtriser de l'eau, avoir de l'électricité en campagne, faire l'élevage moderne, n'est-ce pas? Transformer la pomme de terre en frites, etc., etc. Vous avez entendu parler de tout cela dans la campagne. Et alors, quel que soit ce qu'on peut dire, nous nous accordons que c'est ce bas peuple qui a réélu fortement le professeur Alpha Condé. Nous, les intellectuels, nous sommes dans l'opinion. Et je dois dire qu'il faut tout simplement maintenant recadrer le programme et le bâtir autour d'une nouvelle vision. Une nouvelle vision à la lecture de laquelle les hommes d'affaires qui n'ont pas de nationalité et qui ne peuvent aller que où le climat d'affaires est favorable, qui ne peuvent aller que où les conditions sont réunies pour la croissance, qui ne peuvent aller que où il y a la stabilité politique, qui ne peuvent aller que là où il y a la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord une volonté citoyenne. Il faut être respectueux des valeurs de la République et accepter l'autre. Je pense que sur ce plan, il y a eu une démonstration dans le processus de la campagne lorsque on a annulé la marche de la mouvance. C'était un indicateur. Maintenant, si nous revenons sur la question de la vision, pour que les hommes d'affaires d'abord adhèrent, c'est pour faire de la Guinée une destination des investisseurs. Et je vais vous dire que les aides publiques au développement s'amoindrissent. Nous avons pour mission aujourd'hui à l'intérieur du pays de faire deux choses. Premièrement, en matière d'administration, restructurer, faire la réforme de l'administration, c'est en cours, pour améliorer nos capacités d'absorption des crédits d'aide au développement sur le plan institutionnel et tout. Et même sur le plan des financements de certains projets de développement. Ça, c'est une mission importante. Et deuxièmement, nous devons continuer la réforme judiciaire
pour que nous ayons une justice de développement, pour que les hommes d'affaires qui gravitent autour de la richesse guinéenne, qui ne parviennent pas à s'intégrer, parce que nous n'avions pas une justice, n'est-ce pas, qui leur donner des garanties, et que le ministre de la Justice soit encouragé pour continuer cette mission qui est fondamentale. Lorsqu'on a créé les conditions, nous avons réuni ces conditions autour d'une vision, c'est d'abord l'essentiel. Autrement dit, la question de la gouvernance institutionnelle est très importante. Il faut qu'il y ait bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est la capacité d'un État d'accomplir ses missions régaliennes fondamentales. Et pensez-vous que pendant ces 5 premières années, un pas a été franchi dans cette réforme institutionnelle dont vous évoquez maintenant? Extrêmement important, parce que nous avons aujourd'hui les institutions judiciaires qui se démultiplient dans la haute sphère de l'administration. Nous avons la haute cour de justice, nous avons des sanctions qui commencent à tomber contre les mouvements de jugement rendus. Ça, ce n'était pas en Guinée, ce n'était pas guinéen cela. Alors, actuellement, il y a du scepticisme par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui étaient auteurs de mauvais jugements. Il y a de la rétention. C'est un indicateur important. Et nous sommes accompagnés, n'est-ce pas, par les partenaires, parce que c'est un passage obligé. Moi, je pense que c'est cela qui pourra nous permettre d'améliorer notre placement en doing business. Ça veut dire que la capacité d'absorption, la capacité, la sécurité en matière d'investissement. Si cela est fait, ça va nous permettre d'aborder le développement en termes, en vision d'économie de marché. Et je crois que l'économie de marché impose des règles, impose des mécanismes. Ça doit être introduit dans la culture de l'action publique. Autrement dit, les administrateurs, tels que moi, qui suis administrateur du secteur public, je dois avoir maintenant désormais la culture de l'économie de marché, celle qui va favoriser un partenariat public-privé, mais d'abord, au préalable, que j'ai un égard de partenaires producteurs de richesse vis-à-vis du privé. Lorsque nous avons cette vision, nous pouvons maintenant aborder les questions sectorielles. En abordant les questions sectorielles, moi je mets de côté les mines. C'est des méga projets, c'est trop long. Oui. Prenons l'agriculture, où on a plus de 75% de la population. Le professeur a beaucoup fait. Il y a eu de l'assistance en engrais, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu de l'assistance en matière de mécanique, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le plus important pour moi, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est l'aménagement du territoire en matière de maîtrise d'eau qui a commencé en Haute-Guinée et qui a connu une bonne partie avec Sogipa en forêt et puis qui va descendre jusqu'à la côtière. Lorsque nous avons aménagé le territoire, automatiquement, nous allons débloquer les forces pour la diversification de l'agriculture qui va répondre à sa triple vocation. Première vocation, assurer la consommation locale. Deuxième vocation, ravitailler les industries, c'est-à-dire nous allons tenter de l'agro-industrie. Troisième vocation, nous allons exporter. Alors la richesse, il y aura une approche de la richesse. Vu les potentialités énormes dont regorge le pays en matière agricole, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut cumuler l'industrialisation, le développement de l'agriculture? L'industrialisation, la Guinée est-elle assez forte pour cumuler cela? L'industrialisation immédiatement de l'agriculture. 3 facteurs. Le premier, je vais aborder le climat des affaires. Oui. Ok? Si vous avez des climats des affaires, d'autres capacités intellectuelles, d'autres capacités techniques des hommes viendront créer leur entreprise. Il y aura un effet d'entraînement pour former les Guinéens et les entreprises dans les industries. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je l'ai dit tout de suite, nous avons l'énergie. Maintenant, le troisième élément, c'est quoi? C'est que nous devons avoir une politique avec des indicateurs probants sur la gestion spatiale du développement industriel. Autrement dit, la question domaniale. Il ne s'agit pas de dire tout à l'heure, nous affectons tel domaine aux industries et que demain, c'est une vision, et que demain, des gens viennent mettre leur industrie au moment où ils ont commencé à implanter, que les collectivités seraient pour dire, oh, c'est pour nous. Il faut que la justice soit claire. Il faut que l'on comprenne que le titre de propriété doit être international, n'est-ce pas? Il faut que l'on comprenne qu'après la Constitution, rien n'est au-dessus des titres de propriété. Quand nous avons réuni ces éléments, et que ce que je viens de décrire en matière de développement agricole, retenez très bien, Madame Sangaré, qu'il n'y a pas de problème, la Guinée va rattraper son retard et nous allons être bientôt dans un processus de croissance accélérée
de croissance, un processus d'une stratégie de croissance accélérée pour que nous soyons un pays émergent. Nous avons tous les atouts, mais il faut que nous puissions maintenant trouver une solution pour qu'il y ait rupture avec les paradoxes. Le professeur, lui, il a commencé. Le paradoxe qu'on avait 1100 coups d'eau, on n'avait pas d'électricité, il a commencé et ça continue. Les autres paradoxes, nous allons les aborder, mais l'essentiel est sur le facteur humain, le mental. Voilà. Et dans le mental, il faut d'abord que la jeunesse que j'interpelle ici comprenne que l'État n'est pas un employeur. Et que cette jeunesse doit elle-même se remettre en cause, dire que je suis magistrat, dire que je suis homme de droit, je suis économiste, je suis comptable, je suis ceci et cela. Eh bien écoutez, tout cela, vous n'avez pas d'emploi pour tout ça. Créez les entreprises, retournez dans les écoles professionnelles et allez apprendre à faire du pain, créer les boulangeries modernes. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec votre cursus universitaire parce que vous êtes dans ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus. Vous, d'abord, vous êtes riche, vous avez créé un ménage riche et vous êtes producteur d'impôts, l'État devient riche, n'est-ce pas? Et puis ça marche. Voilà comment on peut aller. Mais c'est une question de vision. Oui, cette question m'amène à revenir. Excusez-moi, quand vous parlez de ressources humaines, oui. Aujourd'hui, le professeur aussi a fait la remarque. Je me souviens quand il avait rencontré des étudiants de la capitale où il a parlé de l'orientation de cadres moyens, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à un stade de développement où nous avons besoin de cadres moyens et aujourd'hui, il se trouve que la Guinée a une véritable difficulté dans ce sens. Donc, ce décollage que nous parlons aujourd'hui va-t-il réussir sans aujourd'hui l'existence d'une classe importante de cadres moyens? Quels sont les préalables, par exemple? Je salue ici des efforts que sont en train de déployer deux ministères. Oui. Le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et le ministère de l'emploi jeune. Mais ils ont des difficultés à décoller. Parce que c'est une question de culture d'entreprise. C'est une question de culture d'entreprise. Nos étudiants sont sortis de l'école sans avoir intégré dans leur esprit qu'ils doivent créer des entreprises. Donc il y a un passage obligé. Ils sont dans tout un exercice. Et je pense que à travers monsieur le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il y a un problème de reconversion des universitaires, n'est-ce pas, en activité professionnelle. Est-ce que vous comprenez? La Suisse en a donné l'exemple. À un moment donné, la Suisse avait, je crois, suivant mes lectures, la Suisse, après la Deuxième Guerre mondiale, avait tellement de docteurs en économie, tellement de docteurs de ceci et cela en droit, eh bien, ils ont créé un palliatif, une formation intérimaire où les gens se sont reconvertis en plombier, en maçon, des universités, des docteurs, en électricien, en ceci et cela. Ils sont devenus des ouvriers. Alors, l'essentiel pour l'homme, moi je dis l'essentiel pour l'homme, c'est la bonne éducation, l'éthique humaine, mais c'est l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous avez l'accès aux biens de consommation courante et durable, vous améliorez vos conditions de vie. Vous n'avez pas cherché autre chose. Ces diplômes, il faut les intégrer dans le cadre de la culture générale. Mais si vous les déplacez pour aller dans le cadre des activités génératrices de revenus, ces diplômes, n'est-ce pas, ne cadrent pas avec l'économie de marché, avec le marché de l'emploi. Maintenant, aller dans les centres de formation, se perfectionner, pour être dans des vies associatives, les groupements d'intérêt économique, pour créer des entreprises, avoir accès au fonds de création des entreprises et entretenir des activités génératrices de revenus, c'est d'abord améliorer vos propres conditions d'existence. Et c'est là des indicateurs de développement. Aujourd'hui, en parlant de ces créations d'entreprises, par exemple, nous parlons en mot caché peut-être l'informel. Et aujourd'hui, la majorité des économies africaines sont basées sur l'informel. Et on voit qu'il y a une mal-organisation au niveau de ce secteur, alors que c'est un véritable secteur porteur de croissance. Et selon vous, quels sont les efforts à déployer dans ce sens pour la création d'emplois? Vous me parlez de deux choses. Comme on parlait d'informel et on parlait de création d'emplois, c'est des trucs qui ne peuvent pas contacter ensemble. Vous avez un gouvernement qui prend l'option de pression fiscale, qui prend l'option de performance fiscale, qui prend l'option de rendre l'administration fiscale efficiente. Vous avez lutté contre l'informel. L'informel, c'est quoi?
je ne déclare pas aux impôts. L'informel, c'est quoi? Je détruis ceux qui importent par voie formelle. Je vais vous donner des exemples terre à terre. Celui qui a eu la marque LG, il représente LG en Guinée, il est déclaré depuis à la fiscalité de porte, c'est-à-dire à la douane, comme le représentant, donc il est formel, donc il est inscrit à la TVA. Cet autre qui va importer à travers d'autres divers conteneurs LG, il se trouve avec un magasin de LG et automatiquement, ça ne permet pas à celui qui a payé les 18% de vendre, lui il va vendre. Et finalement, l'autre n'importera pas, il va racheter celui qui a importé à l'informel. L'État a perdu au double plan. C'est extrêmement, c'est un cancer pour nos économies. Mais en parlant de des indicateurs de l'informel, vous savez, vous vous posez la question, vous marchez en ville, vous voyez des immeubles qui montent. Mais quelles sont les origines de ces richesses? C'est l'informel. C'est l'informel. Alors, l'informel, quand vous abordez l'informel, on ne peut pas aborder sur cette piste-là la problématique d'emploi. Il faut que nous puissions développer la culture de création d'entreprises par voie formelle et que ces entreprises soient repérables dans le processus de la croissance économique, qu'elles soient productrices de richesses, et l'État va lever l'impôt à travers les TVA pour mobiliser les ressources pour le budget, augmenter les capacités de mobilisation des ressources intérieures et les affecter dans les budgets d'investissement pour mettre en place de nouveaux facteurs de croissance, et ainsi de croissance on ira en transcroissance, de transcroissance on ira à l'émergence. Monsieur Diabaté, peut-être que c'est à mon niveau qu'il y a flou, mais je voudrais parler des petits métiers par exemple. Nous savons que la population guinéenne est en majorité analphabète. Et comme vous le savez, il n'y a pas toute la jeunesse qui a accès à des hautes études. Et quand je parle d'informel, par exemple, je parle du milieu rural, où les petits métiers évoluent, par exemple, qui font la majorité de l'économie de ces populations rurales. Je voudrais parler d'une organisation de ce secteur-là, par exemple. Vous avez là la question, ça c'est très bien. Oui. Eh bien, je vais vous dire d'abord, nous avons une politique de décentralisation. Voilà. Je crois que dans sous peu, c'est une vision que j'ai pu découvrir à travers des documents officiels, qu'à l'issue des élections communales et communautaires, je crois que le professeur est engagé dans une politique de soutenabilité ou de soutien, n'est-ce pas, des collectivités décentralisées. Oui, pendant sa campagne. Ce qui est important, c'est que moi je suis un cadre en fin de carrière. Il faut déjà que mes collègues, mes camarades de promotion et moi, nous commencions à intégrer dans nos mentalités le retour au village pour apporter nos expériences dans l'administration communautaire, dans la création de projets. Et tout ce que vous voyez là comme informel, ils ne peuvent exister que là. Lorsque vous êtes dans un village où il y a un site touristique, en tant qu'intellectuel, vous avez beaucoup voyagé, vous arrivez à créer un projet touristique. Je prends dans mon Kindia natal, où vous allez revoir la mariée. Nous créons tout autour des activités collatérales, ces activités collatérales qui vont générer, n'est-ce pas, des ressources aux populations locales. Ça, c'est à défiscaliser au plan national. C'est de toutes petites taxes que la communauté va percevoir pour enrichir sa trésorerie, n'est-ce pas, pour augmenter sa trésorerie. Eh bien, je vous dis, vous allez en ce moment, vous, en tant qu'intervenant, vous améliorez l'offre touristique dans votre collectivité et vous avez créé des activités génératives de revenus. Eh bien, c'est tout simplement, c'est clair que le développement est un problème mental d'abord de développement, de culture de développement. C'est un mouvement d'ensemble, c'est une question citoyenne. Il n'appartient pas au président seul, ce n'est pas un problème du président seul. Nous devons tous l'accompagner à travers un débat constructif, mais aussi surtout à travers des propositions constructives. Il faut que le Guinéen aille à la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est la culture de contestation systématique. Puisque c'est pas moi, tout ce qu'on fait est nul. Tant que nous sommes là, c'est des facteurs d'inertie au développement. Oui. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs en début d'émission à poser la question, est-ce qu'une des priorités aujourd'hui serait aussi le développement social? Et dans ce développement social, justement, nous avons par exemple les secteurs prioritaires de base, mais il y a aussi ce changement de mentalité dont vous parlez. Nous allons rester toujours dans ce secteur de développement. Vous avez évoqué un sujet tout à l'heure qui me semble
extrêmement important. C'est le développement de l'agriculture. Cette agriculture-là englobe tout un secteur. Au centre urbain, en centre rural, l'agriculture s'avère aujourd'hui, selon ce que vous et moi entendez sur ce plateau, un véritable secteur de croissance. Aujourd'hui, la jeunesse... S'il y a une politique. S'il y a une politique. Il y a une stratégie tout appropriée. À fait, bien sûr. Aujourd'hui, nous savons que tout cela a été amorcé. Hein? Le développement de l'agriculture avec le soutien du gouvernement pour le développement de ce secteur. Que faut-il aujourd'hui pour intéresser la jeunesse justement à l'agriculture? Vous savez, selon les mentalités guinéennes, on pense que l'agriculture c'est pour le paysan. Alors que c'est un secteur générateur, non seulement même des opérateurs économiques, mais aussi de la jeunesse. D'abord, avec la jeunesse. Quelles seront les astuces que l'on pourrait créer pour même ces universitaires qui sortent aujourd'hui soient intéressés au développement de l'agriculture? Il y a un fait qui marque ma vie. Excusez-moi de parler de moi-même, mais qui marque celle de ma génération. De tout un Guinéen. C'est lorsqu'on a fermé l'université ici, en 1975, pour nous dire qu'il faut aller en campagne agricole. C'est en ce moment que l'occasion a été donnée à la jeunesse de la Première République de découvrir la vie de la Guinée dans le sens réel. Il s'en est suivi après 1975, il s'en est suivi 1977, il s'en est suivi des transformations qualitatives dans certains domaines. Je voudrais vous dire que le gouvernement, dans l'accomplissement de sa mission régalienne, doit avoir une hiérarchisation, non seulement des urgences, mais doit avoir une grille des priorités. Entre autres priorités, c'est de voir comment il faut lutter contre l'exode rural. Ce n'est pas avec la force publique, ce n'est pas avec la pression. C'est d'abord de créer les conditions de vie et de création de la richesse dans les milieux ruraux. Cela sans déranger la culture de la paysannerie, oui. Mais il faut avoir une vision bâtie autour, n'est-ce pas, du redéploiement de plus de combien de promotions de jeunes qui sont là, qui sont toujours là dans l'attente et qui sont instrumentés politiquement. Il faut créer des bases vies. À Koundara, déjà où il y a le goudron, où il y a l'électricité, qu'à partir de Koundara, que ce jeune qui sait qu'il a l'eau, il sait qu'il a accès à canal, il sait qu'il a le téléphone, il sait qu'il est dans une maison qui lui permet vraiment de respirer et de bien vivre, il sait qu'il peut bien manger à partir de ses activités génétiques, il sait qu'il peut créer de l'épargne et que ces épargnes pourront en quelques années l'aider à créer sa propre famille, il sait qu'il y a une école de proximité, il sait qu'il y a la santé de proximité, et bien dès que ces conditions sont créées, automatiquement les jeunes seront obligés de faire de la ville un lointain souvenir. Parce que le matin, payer le transport, parce que le matin, être exposé à toutes les contraintes de la ville, c'est parce qu'on n'a pas où aller. Donc je crois que le professeur Alpha Condé, qui a dit que ce quinquennat, il le place sous l'angle de la promotion de la jeunesse et des femmes, oui. Ce sont de tels projets. Et si vous avez écouté récemment ce qui se passe à Dakar, ce qui s'est passé à Dakar, autour lorsque il y a eu la retrouvaille autour de la francophonie, il n'a été question que de créer les conditions dans les milieux ruraux pour que les jeunes soient là. Oui. Maintenant, l'immigration dont il est question aujourd'hui, on a abouti à quoi? Premièrement, il faut créer les conditions, n'est-ce pas, dans les pays africains. Mais ces conditions, il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les terrer en ville, il faut les déménager dans les campagnes et automatiquement, il est facile de camper les jeunes dans la campagne. Et le jeune qui a, n'est-ce pas, un parcours bancaire où il a de l'argent, au lieu d'être un immigrant, il sera un touriste qui voudrait aller visiter Versailles à Paris et puis revenir rapidement parce qu'il a des contraintes, il a le calendrier agricole. Mais monsieur Delatin, cela suppose de gros moyens. On le sait, le débat... Ayons d'abord la vision. Oui. Et que, institutionnellement, qu'il s'agisse du Parlement,
qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse des opérateurs économiques, société civile, que tout le monde adhère à ce programme. Ça, c'est une vision citoyenne de développement. C'est pour cela j'aime souvent dire que j'ai en partage des choses fondamentales avec Dr Kassory Fofana. C'est d'abord, c'est un ami d'école et tout, mais c'est des questions qui constituent la boussole du Parti Guinée pour tous. Est-ce que vous comprenez? Il faut absolument que nous amorcions le développement sous un angle citoyen et qu'on puisse sortir et intégrer tout dans le périmètre politique. Et que quand on est dans le périmètre économique, que là, c'est le Guinéen qui parle, c'est le citoyen qui parle, c'est pas les partis politiques, c'est pas les divergences. C'est la convergence vers, n'est-ce pas, des activités créatrices de richesse pour la nation. Oui. En parlant de créativité, Monsieur Diabaté, nous allons parler argent. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de chefs d'État sont réunis à Malte, par exemple, pour parler vous l'avez évoqué, pour parler des conditions pour que l'immigration clandestine cesse. Chez nous ici, nous allons parler, comme vous l'avez dit, d'exode rural. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour que les jeunes de la campagne ne soient pas attirés, et quels sont les moyens à offrir à ceux citadins qui voudront réellement investir en milieu rural? Il y a des opportunités multiples dans notre pays, mais c'est une question de vision sectorielle, de politique sectorielle de développement, n'est-ce pas? Chaque ministre qui sera nommé dans les prochains gouvernements, je crois que ces ministres auront chacun des programmes qui seront évalués, et je pense que l'action du contrôle public, autrement dit, du contrôle administratif et politique, vont contraindre chacun à produire le résultat. Si nous prenons un cas, nous prenons le cas par exemple du tourisme, mais voici un secteur où nous avons plus de 200 et quelques potentialités touristiques, n'est-ce pas, qui sont encore anodines en Guinée, non connues en Guinée, et dont les modèles, un peu seulement dans d'autres pays, ça va faire venir des touristes. Mais c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut intégrer dans un programme de développement lié, créer la synergie entre tourisme, agriculture, culture et développement et environnement. Et vous verrez qu'il y aura des plateformes qui vont amener les jeunes à s'intégrer dans l'offre touristique et à en tirer des activités génératrices de revenus. Puis, le pays sera ouvert aux touristes et puis au tourisme de masse. Et vous verrez que chacun trouvera des activités génératrices de revenus. Et ce sont des éléments qui vont impulser les activités dans le domaine rural, dans le domaine des activités agricoles. Et bien, tout se tient. C'est aussi des domaines plus faciles pour créer de l'emploi. L'agriculture également. Nous avons une vitrine en Guinée. Nous avons, n'est-ce pas, Sogipa, qui est, je ne sais pas ce qu'on peut dire encore de cette entreprise, qui est une société publique qui est en train, n'est-ce pas, de se démultiplier sur l'ensemble du pays et qui est en train de développer la politique d'agriculture bâtie sur le revenu. Vous savez, la politique de l'agriculture bâtie sur le revenu, c'est aller au-delà de l'autosuffisance alimentaire, mais produire pour l'exportation, être riche. Et si vous êtes riche, vous pouvez payer ce que vous avez à manger. Sogipa, on peut avoir plusieurs Sogipa en Guinée, et on peut avoir le modèle. L'Office national du tourisme peut être le modèle Sogipa. C'est une question de manager. L'agriculture, on peut diversifier beaucoup d'autres filières. Et il y a trop de choses. Je vous dis, c'est un ensemble. Quand vous abordez les questions en Guinée, c'est une question de manager. Mais je suis sûr et certain que le quinquennat du professeur Alpha Condé, ça sera le professeur Alpha Condé 2. Vous parlez de management. Pensez-vous aujourd'hui que pour parvenir à un stade où nous vendrons par exemple du cacao au lieu de graines de cacao, où nous exporterons des textiles au lieu de coton, suppose qu'il faut une transformation, une modernisation de l'industrie? Ben oui. Je parle souvent avec monsieur le ministre de l'Industrie qui a Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est la transformation. Oui, la transformation. On a le facteur clé, c'est l'énergie. La politique énergétique est une vision qui est dégagée, tout le monde adhère. Tout Guinéen connaît aujourd'hui qui a eu Kaleta, il va suivre Swapiti, il va suivre Amaria, il y aura amélioration de Garafini, et il y a Kokutamba qui se prépare, et il y a Fomi. Et que nous sommes au cœur
du programme énergétique même de la sous-région. Tout le monde le sait. Mais qui ait une vision claire en termes de l'industrie, développement industriel. C'est-à-dire, c'est améliorer les structures de production. N'est-ce pas? Il y aura industrie, c'est multiforme. Il y aura industrie industrielle, c'est-à-dire qui produit les biens de consommation courante. Vous aurez industrie culturelle, vous aurez industrie sportive. Et bien, tout ça, c'est des infrastructures qu'il faut mettre en place. Est-ce que pensez-vous que ce rêve est possible dans les 5 prochaines années? L'industrialisation de l'agriculture en Guinée. Bon, je crois que si nous avons réglé la question clé sur l'énergie, oui, nous allons améliorer et créer la deuxième condition, c'est le climat des affaires. Le climat des affaires et la justice et la question domaniale. Si nous avons réglé ces éléments, nous devons avoir un programme, c'est-à-dire une politique monétaire de stabilité. Vous savez, lorsque ces 3 éléments sont réunis, ça ne coûte à rien que quelqu'un, par B ou T, lève les fonds dans les places poussières, qui vienne dire je fais l'autoroute à péage de Conakry à Yomo. Et puis, je vous laisserai avec votre résidu d'investissement quand j'ai amorti mon argent dans 30 ans. C'est pour le pays. Est-ce qu'il va prendre l'autoroute pour amener chez lui? Non. Voilà pourquoi il faut avoir une ouverture et avoir une vision. Donc, c'est dire que les 3 facteurs, énergie, climat d'affaires, justice, etc., stabilité monétaire, c'est terminé, on est parti. Et puis, que les politiciens aussi comprennent qu'on ne va pas passer toute notre vie à faire de la contestation pour la contestation. Et quel est votre sentiment aujourd'hui à propos de la création des affaires, le climat des affaires en Guinée? Le climat des affaires en Guinée est en train d'évoluer en satellite avec la réforme judiciaire. Vous avez l'APIP, qui est créée, qui est la porte d'entrée des entreprises. L'APIP, l'agence de promotion et d'investissement privé. Je salue d'ailleurs son directeur général, un jeune qui est en train de faire, qui a fait ses preuves à l'étranger, qui est en train de faire beaucoup de choses pour faire avancer la Guinée en matière d'amélioration du climat d'affaires. Eh bien, le ministère chargé des questions économiques et des partenariats publics-privés est en train aussi de créer beaucoup de synergies pour que tout cela aille ensemble. Je pense qu'il y a le cadre consultatif aussi qui va être rendu fonctionnel pour aller maintenant au dialogue, c'est-à-dire au lieu de PPP, on va aller au DPP, dialogue public-privé, et tout cela, on aura les chambres patronales, les chambres de commerce, etc., les fédérations, les sociétés civiles, quand ils vont se retrouver périodiquement, parce qu'il y a une prise de conscience effective par rapport à tout ce que vous dites, je pense que le pays sera sur orbite de la croissance et du développement industriel. Ouais. Aujourd'hui, il est indéniable, pendant les rencontres internationales des chefs d'État africains, dont la Guinée fait partie, vous savez, on dit que le secteur financier aujourd'hui est invité à porter la transformation de l'agriculture. Pensez-vous que notre pays particulièrement, le secteur financier est invité à porter la croissance de l'agriculture? Pensez-vous aujourd'hui que l'économie guinéenne est-elle capable de faire face à ce soutien de l'agriculture? C'est ce qu'on appelle notre capacité d'absorption des fonds. Il y a des financements au niveau de la BAD, au niveau du Fonds monétaire, au niveau de la Banque mondiale, mais il y a des préalables. Les préalables, c'est de présenter un projet digne de ce nom. Et dans le projet, il faut faire de la lecture qu'après l'amortissement des fonds prêtés, n'est-ce pas, c'est un développement durable. Le projet va continuer éternellement. Et la Guinée a été justement créditée de cette confiance. On a vu le 10e Fed, on a vu assez de confiance accordée à la Guinée. Aujourd'hui, pensez-vous qu'avec cette confiance renouvelée, nous pourrons faire face, par exemple, à un tel secteur? Difficilement acquis le Fed. Difficilement acquis. Il y avait des préalables politiques, il y avait beaucoup, on a acquis quand même, on a acquis le PPTE. Et c'est là qu'il faut saluer, encore une fois, la gouvernance du professeur Alpha Condé, parce que ce qui est, beaucoup n'acceptent pas qu'on ouvre le débat là-dessus, c'est que nous qui étions également candidats en 2010, et lorsqu'on devait aller au deuxième tour, les représentants de tous les candidats ont été réunis par les bailleurs de fonds, par les partenaires au développement, pour nous présenter le bilan marquable de l'économie guinéenne, avec, n'est-ce pas, un déficit budgétaire de plus de 13%. Et on nous disait que la voie
le passage obligé de continuer le partenariat avec la Guinée, c'est de réduire ce déficit, d'arrêter la planche à billets. Parce que la planche à billets, et d'arrêter la planche à billets, sinon on n'aura pas l'initiative PPTE. Si on ne s'engage pas dans l'initiative PPTE, rien ne sera possible en République de Guinée. Donc, nous sommes appropriés de cet élément. Donc, entendez qu'il y a eu planche à billets, c'est-à-dire création monétaire, parce que tout simplement, à un moment donné, les gouvernements successifs qui ont eu à gérer le pays ont donné la primordialité, ont préféré les exonérations pour enrichir les uns. Donc les recettes classiques ont disparu. À la fin du mois, les charges incompressibles sont là. Il faut payer les fonctionnaires. On fabriquait la monnaie et puis allez hop, on payait. Donc l'inflation était devenue galopante, n'est-ce pas? C'était de la création monétaire stérile et puis ça se basait sur l'endettement vis-à-vis du système bancaire. Il fallait couper court avec tout ça. Et c'est avec tout cela, et réduire ce déficit de 13% à 2%, c'est ce qui a amené le pauvre. Et maintenir, n'est-ce pas, le cap de ne pas s'engager dans la planche à billets et de ne payer que sur la base caisse, c'est ce qui nous a amené à gagner l'initiative PPTE. Et quand nous avons eu l'initiative PPTE, eh bien, je vous dis que c'est en ce moment que le Fed est venu, s'en est suivi d'autres banques, etc., etc. Tout cela, ça fait partie de l'actif du professeur Alpha Condé. Maintenant, nous avons eu Ebola. Vous ne parlez pas d'Ebola. Alors, Ebola est venu perturber tout cela. Oui. Alors, Ebola, les investisseurs se sont retirés. Il n'y a pas eu d'investissement massif. Ils se sont retirés un peu partout. La machine économique a été en hibernation. Il n'y a pas eu de création de la richesse. Oui. Et ils ne peuvent pas, ceux qui doivent venir faire des investissements ne peuvent pas être présents en Guinée. S'ils ne sont pas là, leur argent ne viendra pas. Nous sommes dans cette situation. On est venu aux élections. Les uns beaucoup n'ont pas fait de cadeau au professeur d'avoir tracté la machine économique jusqu'à ce qu'on ait aux élections. D'autres ont compris, ont une vision citoyenne. Mais qu'à cela ne tienne, il est réélu, n'est-ce pas? Il faut prendre maintenant la situation économique du pays. C'est une question citoyenne. Il faut l'aborder en analyse citoyenne, n'est-ce pas, objectif, pour que nous ayons une vision qui nous permettra de sortir du gouffre et de renouer avec la croissance qui avait démarré. Voilà, vous avez évoqué l'Ebola, c'est vrai. Aujourd'hui, nous dirons l'après-Ebola. Nous sommes en passe de vaincre le virus parce que, je crois, selon les dernières statistiques, les centres de traitement n'enregistrent plus de nouvelles contaminations, peut-être que le centre de Conakry, mais qui n'avait qu'un seul suspect et sans contact. Aujourd'hui, la Guinée a assez de promesses. On a vu la dernière réunion à Washington sous la présidence du président Obama. La Guinée a plusieurs promesses de gérer l'après-Ebola. C'est beaucoup d'argent qui vont venir. On va s'enrichir. Voilà, on va s'enrichir, M. Diabaté. Et quelles sont les priorités qui seront, selon vous, désignées pour que... on a déjà ciblé le secteur sanitaire, on sait que ça avait des défaillances, c'est vrai, mais en plus du système sanitaire, quels sont les secteurs prioritaires qui doivent bénéficier des fonds déjà promis par les donateurs? Moi, je pense que si nous avons réglé la question de la dette extérieure, une fois que nous avons des fonds d'aide au développement, il faut régler la question de la dette intérieure. L'État doit solder sa dette vis-à-vis du secteur privé intérieur. Sans secteur privé fort, sans secteur privé huilé, nous ne pourrons pas créer de l'emploi. Et il n'y aura pas d'effet de création d'entreprises. Ça, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que, et entre autres, tel que nous venons de faire la description de l'économie guinéenne, les fonds qui seront là, d'abord dans le secteur de l'amélioration de nos structures sanitaires, ça, c'est ce qui a amené tout ça. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il faut que les politiques sectorielles produisent des projets pour l'emploi de ces fonds dans une vision qui va être partagée avec toutes les composantes dont je viens de parler. Je crois qu'on s'en sortira. Ouais. Vous avez parlé de la création d'emplois. Je crois que même les investisseurs, on sait aujourd'hui, c'est un fait qu'il faut signaler, selon nos reporters qui rentrent jour et nuit, c'est que la Guinée recommence à recevoir ses investisseurs potentiels. Vous allez le juger par rapport au trop plein des hôtels de la place Deja, ce qui veut dire qu'il y a des lendemains meilleurs qui attendent la Guinée. Mais aujourd'hui, ces investisseurs seront amenés à s'intéresser à la création de l'emploi à l'intérieur du pays.
il se trouve aujourd'hui que malgré les efforts fournis par le gouvernement pour le transport urbain et interurbain, on a beaucoup encore à faire. Les routes guinéennes sont fortement dégradées. Il faut des investissements. Est-ce que vous pensez que les infrastructures rurales et interurbaines auront une place importante dans ce gâteau d'investissement financier qui est prévu pour la Guinée? C'est de fait, c'est obligatoire. Si nous voulons parler de croissance rapide, si nous voulons que la Guinée soit une destination des investisseurs et des touristes, on est obligé de poursuivre, n'est-ce pas, les projets d'infrastructures routières, n'est-ce pas, tant sur les grandes voies que sur les pistes rurales. Mais nous sommes également obligés de gérer la question domaniale. La gestion spatiale de développement est extrêmement importante. Il faut que la législation, n'est-ce pas, soit une législation forte qui va soutenir cela. Je crois que les investisseurs qui sont dans nos hôtels sont encore regardants. Ils sont regardants. Il y a un premier indice, c'est qu'ils savent que vraiment la Guinée va sortir et est en train de régler la question d'offres énergétiques. Maintenant, d'offres sécuritaires. Bon, vous promenez dans Conakry la nuit, c'est vraiment regrettable parfois. Le comportement de certains de nos concitoyens qui ne sont même pas, moi je me dis qu'ils ne sont même pas des policiers qui portent des tenues de policiers pour faire des barrages. Et quand des investisseurs se promènent dans un pays comme ça, moi je crois que c'est un peu difficile. Donc à mon avis, vous sortez ici, vous voulez aller à Kindia, vous trouvez des barrages inutiles. Moi j'aurais préféré que l'on mette, n'est-ce pas, des péages officiels, qu'il y ait un privé qui soit là. On met 4 accès, 2 rentrées, 2 sorties, et puis vous ne pouvez pas continuer. Quand vous venez, vous payez à l'État, au trésor public. Ça va dans la question publique. Il y a ces éléments-là qu'il faut intégrer dans la gouvernance du professeur Alpha Condé, je suis sûr, qui vont nous aider à aller plus loin et plus rapidement. Nous sommes sans tabou, non? Oui, nous sommes dans son tabou, bien sûr. Alors, je m'excuse si on y va. Voilà, nous continuons donc notre débat. Monsieur Diabaté, on sait que investir de façon significative dans les infrastructures rurales est un indicateur aussi de développement, parce que nous savons que nos populations rurales, la population paysanne a du mal aujourd'hui à écouler ses produits vers les centres urbains, parce que cela aussi va, vous le savez, le développement des infrastructures rurales peut aussi agir positivement sur le commerce intérieur. Et aujourd'hui, une des grandes difficultés dans ce secteur est ce commerce intérieur, parce que l'écoulement des produits. Il y a un problème. Ce schéma, il est incontournable pour développer l'agriculture. Le producteur ne doit pas être le vendeur. Il faut que les jeunes soient des distributeurs, qu'ils aillent dans les zones de production, drainer les produits en ville pour les vendre. Mais comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. Et dans ces conditions, je soutiens votre analyse sur le principe qu'en mettant en place un réseau performant, ça va faciliter la création de distributeurs, ceux qui vont avoir des activités génératrices de revenus, ça va faciliter l'alimentation de nos marchés et tout cela va améliorer les conditions de vie. Ce que vous dites est une question pertinente. J'ai été dans un village à Kindia, qui n'est pas loin de la ville, j'ai trouvé une montagne, n'est-ce pas, d'orange, de concombre. J'étais surpris. J'ai posé la question de savoir, ils disent que Kindia, c'est un problème c'est pas un problème de route, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils attendent les gens qui viennent acheter en portions pour amener à Conakry. Alors que s'il y a des vies associatives, moi je dis, n'est-ce pas, qui peuvent accompagner, qui peuvent s'impliquer dans de tels, et qu'ils soient repérés par les institutions en place, eh bien, ça peut faire des appels de fonds pour une question de soutenabilité afin que la production envahisse les marchés et qu'elle contribue à l'amélioration de la consommation locale. C'est très important. En parlant justement de consommation locale, on sait que la Guinée produit énormément. Les régions, on peut dire que chaque région est spécialisée dans des secteurs multi-agricoles. Aujourd'hui, on sait que pour réduire les importations et contribuer à assurer une stabilité macroéconomique et budgétaire, il faut
il faut surtout essayer de produire suffisamment pour les populations pour que la Guinée cesse au moins à 60% d'être dépendante des importations. Soyons précis qu'il faut créer les conditions de production. L'État a pour mission, n'est-ce pas, de créer le cadre stimulateur, un cadre stimulateur qui amène les esprits à l'entrepreneuriat dans le secteur agricole pour accroître, n'est-ce pas, la production des biens de consommation locale, mais aussi que l'on peut transformer, n'est-ce pas, en produits industriels. En Guinée, aujourd'hui, nos ananas sont envoyés au Maroc, sont transformés en jus, ça nous est réimporté ici, nous achetons. Nous avons tout ce qui est possible, mais je pense, et je dis, je répète, je maintiens, c'est une question de vision à laquelle doivent adhérer, n'est-ce pas, les investisseurs, doivent adhérer la société civile, doivent aller les acteurs de production. C'est une question de politique sectorielle qui est connectée à cette vision générale. Vision, avant de clôturer cette émission, M. Diabaté, nous parlons de vision. Vous avez parlé tout à l'heure de la convergence de toute la classe politique, de tous les citoyens guinéens, je veux dire. Tous les citoyens guinéens doivent converger dans le sens du développement. Aujourd'hui, quelle est votre lecture, ou bien, je dirais plutôt, quel est votre appel à lancer à tous ces Guinéens? Je dis bien tous les Guinéens, pour que la Guinée sorte des querelles internes et pour qu'elle amorce réellement son développement sans être parsemée d'embûches comme on l'a enregistré ces 5 dernières années par des manifestations par-ci, par-là. Tout cela aussi peuvent infecter le climat des affaires, peuvent faire peur à des investisseurs. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas au pouvoir, d'accord, mais demain vous êtes appelé à gouverner. Est-ce que vous voudrez bien venir sur des ruines pour toujours un perpétuel recommencement? Quel est votre appel à lancer aujourd'hui à toute la Guinée? Bon, cet appel lancé n'est qu'un refrain. Tout le monde dit la paix, oui, la stabilité. Je dis tout simplement, notre pays a une question de déficit énorme en civisme. Eh bien, il faut que nous soyons des citoyens et nous allons aller au-delà, être des citoyens de ce monde. Apprenons à respecter les lois et règlements, apprenons à respecter le président de la République, qui est le président de tous les Guinéens. Une fois qu'il est élu, soyons gentlemen, remercions-le, félicitons-le, exprimons-lui notre adhésion à tout programme, je dis bien à tout programme de développement qu'il proposerait aux Guinéens, ces citoyens. Et je dois dire tout simplement que notre pays prenne dans son histoire plusieurs échecs en matière de politique de développement. Et je dois dire que notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins et que tous les Guinéens doivent s'associer, doivent se tendre la main pour que nous servions de référence dans les prochaines années dans la sous-région pour un pays qui est sorti de crise politique et qui a inversé toutes les tendances négatives pour enfanter un développement durable. Je vous remercie. Merci, M. Diabaté. Ainsi prend fin ce rendez-vous de Sans Tabou. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais ce soir avec M. Niamé Diabaté, qui est administrateur civil, diplômé de l'École supérieure d'administration de l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en économie et en finance et fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Je rappelle aussi au passage que M. Niamé Diabaté est le vice-président du parti Guinée pour tous de son excellence M. Kassori Fofana, qui a été directeur de campagne du parti
RPG et partis alliés. Je rappelle que le GPT donc était aujourd'hui dans Santabou en la personne de Niamey Diabaté. Monsieur Diabaté, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons vous revoir parce que les questions de développement sont très vastes. Nous n'avons pas par exemple touché aux questions de mines qui est aussi un secteur porteur de croissance, à l'élevage. Vous entendrez donc que nous souhaiterions vous revoir dans nos prochaines émissions pour débattre d'autres questions de développement. Est-ce que déjà le rendez-vous peut être pris? Les questions minières, je les réserve à mon président, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Et je crois que c'est le vice-président du GPT qui parle. Et je crois que l'invitation est déjà lancée à monsieur, son excellence Ibrahima Kassory Fofana. Et nous allons certainement avoir l'occasion de parler du climat des affaires. Plus en profondeur. Voilà, très bien. Merci monsieur Diabaté. Oui. Merci d'être pour moi. Merci très bien. Je serai très heureux de revenir ici prochainement. Merci, le plaisir sera pour nous. Merci. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis dans Santabou. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.